Demain. Moi, je voudrais déjà commencer par un certain nombre de remarques liminaires. La première, c'est qu'est-ce que l'Afrique? Est-ce que nous sommes dans une approche d'espace-lieu géographique, c'est-à-dire le continent? Je ne pense pas que ce soit l'approche, puisque j'ai entendu Marfal dire tout à l'heure que l'Afrique était aussi ailleurs, donc pas seulement sur le continent. Donc l'Afrique n'est pas simplement, me semble-t-il, ne peut pas être réduite à une approche géographique. Ça veut dire que l'Afrique, c'est aussi, de ce point de vue-là, une fiction. Une fiction à laquelle adhère qui croit à cette fiction-là. On a parlé de l'unité africaine, mais l'Afrique, elle est plurielle. On n'a pas suffisamment relevé la pluralité de l'Afrique, ce qui d'ailleurs pose un problème dans son effort d'unification, d'unité, avec des voix dissonantes, de l'intérieur comme de l'extérieur, d'accord? Il faut reconnaître ça, parce que si nous voulons écrire l'Afrique de demain, encore faudrait-il que nous ayons un diagnostic qui reflète, si vous voulez, la diversité des propositions, des propos, des positionnements. Je remercie ceux qui ont organisé cette conférence et qui avaient également organisé le 2 février une autre conférence qui s'intitulait l'Afrique, la Chine de demain, point d'interrogation. Et je vais me répéter un peu par rapport à ce que cette rencontre-là, parce que j'avais essayé de montrer que l'Afrique ne devait pas compter sur la Chine pour se développer, et que l'Afrique, me semble-t-il, ne comptait pas sur la Chine pour se développer, contrairement à une idée que l'on entend ici et là. Pour une raison qui me semble relativement claire, c'est-à-dire que les relations entre les nations ne sont pas amicales. Il faut arrêter de parler de dialogue entre les nations. Il n'y a pas de dialogue entre les nations. Il y a un conflit entre les nations et les nations cherchent à défendre des intérêts et que les relations qu'elles entretiennent traduisent surtout des stratégies, soit des stratégies d'alliance, au mieux, et au pire des cas, c'est des relations de prédation. Et les relations entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et la Chine aujourd'hui, me semble-t-il, sont des relations de prédation. Ce ne sont pas des relations de fraternité, comme on semble toujours vouloir le dire. Et je disais dans mon propos du 2 février que les efforts de la Chine vers l'Afrique sont motivés par l'atonie, l'absence, la fin de la croissance chinoise au sein de l'économie chinoise. Et que donc il faut chercher des moteurs, il faut chercher de nouveaux leviers pour redynamiser à nouveau l'économie chinoise. Donc ça n'est pas du tout, on ne cherche pas à faire de la fraternité, on n'est pas dans une approche bienveillante, loin de là. On est dans des approches où on a des intérêts et on pense qu'avec l'Afrique, on pourra développer ces intérêts-là. Parce que, on voit bien, ça a déjà été dit, pas suffisamment, mais la dimension politique africaine, on la connaît un peu, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation subalterne, disons-le clairement, il n'y a pas de mot tabou, dans une position subalterne, dans un monde de domination, d'accord, et où l'Afrique n'est pas dans des positions qui lui permettent de négocier ou de prétendre à faire prévaloir ses intérêts. Mais c'est pareil quand on parle de coopération, de partenariat, tout ça n'est pas clair. Parce que quand on dit partenariat ou coopération, systématiquement les gens ont tendance à penser que nous sommes là dans une situation où les différentes parties sont à égalité. C'est faux. C'est absolument faux. Il y a des positions dominantes. Donc il faut les considérer, ces positions dominantes. Sans quoi, en fait, nous allons continuer toujours à parler de ces mots vagues qui ne veulent rien dire en disant oui, on va faire de la coopération, oui, on va faire du développement. C'est quoi le développement? C'est une vision occidentale du monde. Moi, j'avais envie
rapidement de dire que, premièrement, quand on regarde l'économie mondiale dans ses dynamiques de croissance, depuis 2012 à peu près, l'Afrique en constitue le moteur. D'accord? Les données sont formelles, ce sont des données du Fonds monétaire international qui le disent. Bon. Qu'est-ce qu'elles disent en réalité? Elles disent que depuis 2010, même avant, depuis le milieu des années 2000, depuis 2005, la croissance mondiale est tirée par les pays en développement. Depuis 2005, d'accord? Et cette croissance mondiale, cette croissance des pays en développement est tirée par l'Afrique à partir de 2012-2013. D'accord? Donc, mais, il y a un mais parce que le fait que la croissance africaine tire le reste de la croissance mondiale n'est pas dû aux Africains, mais aux pays émergents. Et c'est ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que nous ne nous sommes pas encore appropriés la croissance, nous ne l'avons pas créée, nous ne l'entretenons pas, nous ne la mettons pas en perspective. C'est les autres qui viennent avec leurs idées, qui amènent la croissance. Et c'est ce qui explique qu'en réalité, ces taux de croissance, aussi forts soient-ils, ne touchent pas, ne percolent pas, ne touchent pas les populations à la base. Parce que les revenus tirés de cette croissance sont systématiquement rapatriés vers les maisons mères des entreprises qui sont installées en Afrique. Et on sait que de plus en plus, il y a une approche très extractiviste qui est développée par les investisseurs, parce que quand on regarde la carte des investissements directs étrangers en Afrique, on voit très simplement que là où les investissements vont, c'est là où il y a des ressources naturelles à exploiter. Et que donc ces investissements sont des investissements pour extraire, exploiter, valoriser, non pas chez nous, mais chez ceux qui investissent. Un exemple simple, c'est celui du Sénégal. Les phosphates du Sénégal sont transformés par les Indiens, qui ajoutent une valeur ajoutée pour aller vendre ces engrais en Inde. Alors que lorsque cette société était sénégalaise, parce qu'elle a été vendue aux Indiens, mais lorsqu'elle était sénégalaise, le Sénégal vendait les phosphates non transformés. Voilà, donc écrire l'Afrique de demain, penser l'Afrique de demain, mais c'est retrouver la souveraineté de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique reprenne son destin en main et décide de ce qu'elle doit faire et de la manière dont elle doit le faire. Alors, des propositions existent. Rapidement, je voudrais simplement vous faire la proposition suivante, si vous acceptez. Pour moi, la question est la suivante. Que faire dans cette situation confuse, de noir obscur, où pour certains l'Afrique est émergente, alors que pour d'autres, c'est le rescapé de la mondialisation. Parce que les termes sont posés, hein, c'est comme ça. Certains disent, oui, mais l'Afrique, c'est toujours ceux qui demandent de l'aide, c'est les malades, c'est les enfants qui ne vont pas à l'école, etc. Bon. Et de l'autre côté, certains disent, mais l'Afrique est en train d'émerger, l'Afrique est émergente. Donc, voilà, devant cette situation, moi je pense que déjà il faut mettre à distance ces deux points de vue, parce que ces deux points de vue ne reflètent pas la réalité, ces deux points de vue qui sont plutôt simplistes par rapport à la situation africaine telle qu'elle se présente aujourd'hui. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a des pans entiers des économies africaines qui sont très bien, totalement insérés à l'économie mondiale, qui en comprennent les codes, qui jouent le jeu et qui en profitent. C'est une minorité, bien sûr, mais ça existe. Donc on ne peut pas penser que ce discours qu'on entend souvent, que les hommes d'État africains, ils comprennent pas. Problème de courage, problème de compréhension, je ne crois pas. On est dans un monde où il n'est pas difficile de lire et de comprendre les relations internationales telles qu'elles se jouent. Pour moi, il faut que l'Afrique invente son propre mythe fondateur. Il faut qu'il raconte son propre récit. Il faut qu'il arrête le mimétisme. La vie ne se trouve pas ailleurs, la vie se trouve en Afrique.
Nous avons tout ce qu'il faut. Franchement, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir débloquer la situation et irriguer le continent vers un progrès social important. Pour ce faire, je crois qu'il faut construire un projet hégémonique pour l'Afrique. Et que ce projet hégémonique devrait marcher sur les deux jambes de toute économie, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Pour moi, ceux qui disent que non, l'industrialisation s'est dépassée, maintenant on est dans un monde technologique, ça ne marche pas. Ça, c'est inacceptable. Il ne faut pas que, encore une fois, que nous continuions le mimétisme et que nous acceptons les idées que les autres développent et qui sont probablement vraies chez eux, mais qui ne le sont pas chez nous. Donc il nous faut, nous aussi, une capacité de discernement. Et c'est pour ça que ce que mes deux prédécesseurs ont dit était extrêmement intéressant, parce qu'ils disaient au fond qu'il faut que l'Afrique récupère son dispositif de validation de ses propres connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à ce que les autres accaparent les dispositifs de validation des connaissances et nous imposent leur référentiel, alors que nous aurions dû en avoir un. Et la charte Mandé est une illustration qui montre à souhait qu'il est tout à fait possible d'inventer son propre récit et d'être dans son propre paradigme. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, l'Afrique n'est pas dans le temps du monde. L'Afrique est en dehors de la monde. C'est pas possible. Le monde est dans le temps de l'Afrique. L'Afrique est dans le temps du monde. Il ne peut pas en être autrement. Il faut que les gens arrêtent d'imaginer des choses qui n'existent absolument pas. L'Afrique est dans le monde, et l'Afrique joue une partition dans le monde, et elle joue cette partition depuis très longtemps. Il faut qu'on arrête de dire oui, l'Afrique est en dehors. Donc, construire un projet hégémonique, au niveau de l'industrialisation, mais des choses, on va revenir à des solutions qu'on a déjà tentées, qui ont produit des résultats qui étaient moins mauvais que ceux qu'on a eus par la suite. C'est-à-dire, par exemple, les stratégies d'industrialisation d'import-substitution. On a pratiqué ça au Sénégal, mais c'était une mode dans les années 50-60, un peu partout dans les pays en développement. Ça a été théorisé par des économistes tiers-mondistes, sud-américains, ça a été expérimenté là-bas, mais ça a aussi été expérimenté en Afrique, partout où certains chefs d'État ont cherché à faire du socialisme africain. Ils ont essayé de faire ça, de substituer les importations par une production locale. Ce qui produit, ce qui a des retombées extrêmement intéressantes en termes de distribution de revenus, mais aussi en termes de souveraineté. Parce que plus on est capable de faire sans les autres, plus on est souverain. Et cette recherche de souveraineté, elle ne peut pas passer ailleurs que par des stratégies qui sont des stratégies de réduction de l'espace du capitalisme mondialisé. Sans quoi, on est toujours dans le même chemin. On peut même aller plus loin et faire de l'export-substitution. D'accord ? L'import-substitution, les biens qu'on importait avant, on les produit nous-mêmes. L'export-substitution, les filières dans lesquelles on était intégrés au niveau mondial, on essaie de nous les approprier, de remonter ces filières et d'essayer de maîtriser toute la filière. C'est la stratégie qui a été développée par la Corée du Sud, ce qui lui permet aujourd'hui, vous le savez, d'inonder le marché mondial de téléphones, d'ordinateurs, d'électroménagers, de véhicules, etc. C'est cette stratégie-là. Et il me semble que c'est la seule stratégie qui permettra aux Africains de donner du travail à ces 32 millions de jeunes qui vont être sur le marché de l'emploi. Sans quoi, on va toujours rester dans des approches mimétiques, ce que font les autres, hein. C'est-à-dire, en général, c'est l'approche de la petite économie du Ouest, qui s'insère dans la mondialisation, mais comme j'ai
pu le dire tout à l'heure, ça n'empêche en rien que cette économie-là ne réponde à aucun des besoins dont les populations souffrent. Parce que cette économie-là, elle est au service, donc on est dans une approche très impérialiste, elle est au service de ce qui se passe ailleurs dans les centres. Et c'est ça qu'il faut rompre. Il faut, au niveau de l'agriculture, la première chose à faire, c'est de clarifier la situation du statut de la terre. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, l'agriculture africaine, elle n'est pas productive parce que les terres n'appartiennent à personne et c'est pour ça que les gens n'investissent pas. Et comme ils n'investissent pas, donc du coup, la productivité est faible. C'est faux. C'est pas vrai, ce raisonnement. Il n'est pas juste. Pourquoi il n'est pas juste? Il n'est pas juste parce que ce qu'on dit ne pas avoir une productivité suffisante, c'est ce qui alimente à 80% la population. Alors, quand est-ce qu'ils vont devenir quelque chose? Parce que là, il y a quand même, les chiffres sont tout à fait parlants. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, cette argumentation, c'est une façon de privatiser les terres africaines. Donc on est dans une nouvelle ruée des terres africaines, depuis le milieu des années 2000 maintenant. Et cette ruée des terres africaines, encore une fois, ce n'est pas pour nourrir les Africains. C'est pour répondre aux besoins de ceux qui investissent dans l'agriculture en Afrique. Les Chinois le font, les Indiens le font, d'autres le font, les Émirats arabes unis sont dans cette même stratégie, mais on voit bien que ce qu'ils proposent comme produits ne sont pas des produits consommés localement. Ou alors, s'ils sont consommés localement, ils sont à des prix qui, comment dirais-je, excluent la plupart de la population. Donc, c'est la première chose, refuser la privatisation de la terre, garder la gouvernance coutumière, les droits d'usage, c'est tout à fait performant comme système. Il faut simplement que les droits d'usage soient retravaillés, soient réformés pour répondre à des ambitions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont différentes de celles qu'on avait à l'époque où ces cadres étaient mis en œuvre. Il me semble qu'il faudrait mettre en place des politiques agricoles qui soient capables d'orienter et de soutenir l'agriculture paysanne familiale. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette agriculture paysanne familiale, c'est elle qui fournit 80% de la production agricole et c'est elle qui emploie les 3/4 de la population active agricole. Il faut faciliter l'accès au crédit pour ces producteurs. Il faut faciliter l'accès aux engrais pour ces producteurs. Il faut revenir à des politiques agricoles qui ont une dimension de vulgarisation agricole, d'accompagnement et de vulgarisation agricole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des structures publiques qui font des recherches, qui trouvent de nouveaux moyens, de nouvelles techniques, etc., et qui les partagent avec les agriculteurs. Ça n'existe plus dans les pays en développement. Pour une simple raison, c'est que les politiques qui ont été imposées par la Banque mondiale et le FMI depuis le début des années 80 a systématiquement demandé à ne plus avoir de subventions agricoles, ni pour l'agriculture, ni pour la recherche agricole. Ça devient de plus en plus difficile. Il faut faciliter l'accès au marché, il faut accompagner l'accès au marché. Et du coup, quand on parle de l'accès au marché, ça ne peut pas, ça nous fait automatiquement penser aux accords de partenariat économique régionaux qui sont signés avec l'Union européenne. Parce que ces accords, en fait, asphyxient les petites agricultures africaines. Donc on ne peut pas à la fois mettre en place les politiques que je propose et garder l'accord de partenariat économique régional. Il faut arrêter ces accords de partenariat économique régionaux. Et on voit que de plus en plus, des voix se lèvent en Afrique pour contester les affaires. Et quand je dis des voix, ce ne sont pas que celles de la société civile, c'est aussi celles des chefs d'État. Vous le savez probablement, Mohamed Buhari, le président du Nigeria, a refusé de signer les affaires. D'accord? Ainsi que la Mauritanie et la Gambie. Ce sont les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont refusé de signer les accords de partenariat économique. Le Ghana, et ça c'est difficile à comprendre,
parce que le président ghanéen, il a un langage extrêmement libre, il a des propositions extrêmement audacieuses, mais le Ghana a déjà signé un accord intérimaire de partenariat économique avec l'Union européenne, et la Côte d'Ivoire aussi. Déjà, il faut sortir de ces accords. L'Afrique de demain ne doit pas demeurer dans ces accords. L'Afrique de demain, parce que ces accords ont été créés au début des années 60 pour, soi-disant, doper l'agriculture africaine et l'accompagner pour qu'elle sorte de son rôle colonial, de son rôle d'économie de traite. Mais en réalité, on voit bien que finalement, ces mesures qui sont prises sont plutôt des mesures qui maintiennent les choses dans l'État. Ce ne sont pas des mesures qui permettent aux Africains de s'émanciper, ce sont des mesures qui maintiennent les choses en État. Je ne parlerai pas, pourtant ça aurait été bienvenu, mais je ne parlerai pas du franc CFA. Mais écrire l'Afrique de demain, c'est sortir du franc CFA. Je veux dire, écrire l'Afrique de demain, c'est un ensemble de ruptures, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a un ensemble de ruptures et il y a un ensemble de décisions audacieuses qu'il faut prendre. Et malheureusement, ces décisions audacieuses ne sont pas forcément toujours à l'ordre du jour. Ce qu'on entend plus dans le discours des politiques en Afrique, c'est on va faire de l'émergence. Entendez, on va faire l'approche de la petite économie ouverte. C'est ça, l'approche de l'émergence. C'est attirer les investisseurs étrangers, c'est exporter des biens vers les marchés soi-disant les plus rentables, et c'est oublier finalement les besoins qui s'expriment au niveau local. Je pense que ces approches de recentrage, parce qu'il s'agit simplement de ça, hein, c'est de revenir à l'essentiel, ces approches de recentrage sont les seules qui permettront d'aller vers une souveraineté alimentaire. Bien sûr, tout ceci ne peut pas aller sans des politiques redistributives. Il faut des politiques volontaristes de répartition secondaire des revenus. En ce moment, au Sénégal, on expérimente les bourses familiales rurales, qui manifestement, c'est des sortes de revenus universels, hein, qui a l'air de produire des résultats assez intéressants, et le gouvernement cherche à élargir le périmètre d'expérimentation des bourses familiales rurales. Me semble-t-il, hein, ce sont ce type de politiques qui permettront à l'Afrique demain de lever la tête et de pouvoir parler aux autres sur le même pied d'égalité. Il faut protéger les marchés locaux, il faut faire du protectionnisme, sans nuance, parce que tous ceux qui nous disent de libéraliser sont protectionnistes. D'accord? Nous devons tirer des leçons, non pas de ce qu'ils nous disent, mais de ce qu'ils font. Ce qu'ils font ne correspond pas aux théories qu'ils nous proposent d'appliquer chez nous. Vous voyez? Je veux dire, le protectionnisme dans ses subtilités aujourd'hui, ça ne passe plus par les mêmes mesures qu'avant. Ce ne sont plus des mesures tarifaires. Ce sont des mesures non tarifaires. D'accord? Ce sont des obstacles techniques au commerce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mettre en place du style dire l'huile de palme qui vient d'Afrique de l'Ouest est cancérigène. Il ne faut pas l'acheter. Ah oui, vous connaissez, je ne vous l'apprends pas, c'est pas moi qui vous l'apprends, vous connaissez cette affaire. D'accord? Et ça, c'est du protectionnisme déguisé. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, ces choses tombent comme ça, tout d'un coup, et puis difficile à vérifier. C'est juste un exemple. Hein. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce sont ces moyens-là qui sont utilisés. C'est dire, par exemple, que, et paradoxalement, parfois, les mesures qui sont annoncées ne sont pas respectées. Par exemple, dans les productions cacaoyères ivoiriennes, il y a des enfants qui travaillent. Moi, j'ai vu un documentaire là-dessus, et celui qui vient acheter, on lui dit il y a des enfants, il dit je ne les vois pas. Voilà, c'est tout. Je ne les vois pas. Donc j'achète là, parce que, et là, c'est le moins cher sur le marché. Je vais finir rapidement par deux petites idées. La première, c'est que donc il faut aller vers un protectionnisme éducateur, hein, c'est-à-dire pas dans l'absolu, mais qu'on mettrait en place pour accompagner le développement des marchés locaux.
Voilà, c'est pas des mesures qui sont pérennes, c'est des mesures conjoncturelles qui permettent d'accompagner des dynamiques. Ça, c'est absolument nécessaire. La deuxième chose qui me semble absolument nécessaire, c'est de pratiquer une déconnexion, qui est proposée par Samir Amin, qu'on en parlait tout à l'heure des marxistes, et ce que disait Marfal est tout à fait juste, c'est-à-dire sur la question du... c'est pas la seule question, mais sur la question raciale, le marxisme n'est pas suffisamment audacieux. On va le dire comme ça, pour pas dire que finalement, ils n'en disent pas un mot. Sur la question du genre, c'est un peu pareil. Sur la question du genre, le marxisme ne dit pas grand-chose. Mais j'ai découvert par contre que sur la question écologique, le marxisme dit beaucoup de choses et que ce n'est pas très connu. Donc la déconnexion, me semble-t-il, les gens en ont peur. Chaque fois qu'on parle de déconnexion, les gens pensent qu'on parle d'autarcie. Les gens pensent que déconnecter, c'est revenir à une vie autarcique. L'autarcie, c'est lorsque on ne développe plus de relations avec l'extérieur. Mais la déconnexion, c'est une stratégie de recentrage. On continue à avoir des relations avec les autres, mais notre priorité, ce sont nos besoins, à nous. Donc recentrer les choses sur les valeurs qui comptent me semble fondamental. Donc voilà, je pense que ces exemples, ces pistes que je viens de vous proposer peuvent constituer, me semble-t-il, des éléments qui peuvent permettre de réinventer les propres paradigmes de l'Afrique par la reconnaissance de ces savoirs endogènes. Parce que, en fait, un des problèmes que nous avons aussi, c'est que nos savoirs endogènes, on a tendance à les mettre à distance, voire même parfois à les contester ou à les ignorer. Or, me semble-t-il, ces savoirs endogènes peuvent nous apporter des choses. D'autant plus qu'il me semble que c'est un levier qui permettrait de s'affranchir des primats occidentaux et du mimétisme. Il faut sortir du mimétisme occidental. Et me semble-t-il, le fait de se retourner vers ces valeurs ancestrales, ces coutumes, ces institutions, ce qu'on appelle les institutions, les croyances, etc., pourrait être un levier intéressant. Et c'est ça le défi que le réseau alternatif sur l'Afrique s'est lancé en proposant ce rapport qu'on a publié en juillet 2018 et qui pose un petit peu le positionnement de ceux qui sont engagés dans cette entreprise, qu'on considère comme une entreprise de réparation-correction et de renversement des idéologies qui favorisent une entreprise de subalternisation et de soumission des mondes en développement aux logiques et intérêts dominants du capitalisme mondialisé. Donc nous nous inscrivons dans cette approche radicale qui voudrait que l'on mette l'accent sur l'Afrique, qu'on arrête à chaque fois de parler de ce qui se passe ailleurs et qu'on arrête à chaque fois de vouloir reproduire ce qui se passe ailleurs, parce que les espaces-lieux, j'ai parlé de l'Afrique comme un espace-lieu, mais les espaces-lieux ont des singularités, ont des caractéristiques spécifiques qui font que ce qui est valable à un point considéré comme un espace-lieu n'est pas forcément valable à un autre espace-lieu. Et que donc, il faut essayer d'inventer des approches qui soient les plus adaptées à l'espace-lieu de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.